Pourquoi l'entretien? Tout simplement parce que j'aime l'oral, j'aime le dialogue. Et je trouve qu'il y a une liberté, une possibilité de varier les intonations, de varier les propos, de revenir aussi sur ces propos, de se faire comprendre, bien plus grande à l'oral qu'à l'écrit. J'avais envie aussi de la continuité de l'oral, c'est-à-dire de capter un moment, une rencontre. Voilà. Donc j'avais besoin de me dire, on ne va pas faire une biographie exhaustive. Ce n'est pas une biographie exhaustive de Marie-Jean. On ne va pas faire une analyse en règle, comme on doit l'attendre par exemple d'un travail universitaire sur l'œuvre. Mais à la jonction entre les deux, on va entendre une parole où va se révéler un caractère. On a fait plusieurs séries d'entretiens entre fin 2014 et l'été 2015. À partir de là, donc, j'ai fait toute une transcription la plus précise, la plus honnête possible de tout ce qui a été dit, des moindres mots, des moindres silences, et a commencé donc un long travail de réécriture pour que ce soit lisible. Au fur et à mesure, là où je suis plutôt content du résultat, c'est qu'il y a encore cette fluidité et cette présence orale. On ne l'a pas complètement perdue, heureusement, dans le passage à l'écrit, et il y a un enrichissement considérable par rapport à nos entretiens. Voilà. Donc c'est vraiment un travail de 6 ou 7 années, voilà, qui, jusqu'au dernier, il y a 1 mois et demi, voilà, les dernières corrections et les derniers ajouts, voilà. Le parcours singulier de Marie-Jean s'inscrit dans une tradition. Il n'est pas le seul. Et c'est une tradition tout à fait nationale au sens français du terme, hein, de la montée et de la fabrication d'un certain nombre d'élites intellectuelles par la montée dans les grandes écoles, dans les classes préparatoires, etc. Il le raconte, évidemment, la chute est dure lorsqu'on passe de Bastia à Paris dans l'appréciation, et on sait la difficulté des classes prépa, mais effectivement, il va côtoyer beaucoup d'intellectuels, de philosophes et de gens qui sont extrêmement réputés, grâce à cette élévation par l'école, voilà, et par voilà, le mérite républicain de l'école de la République. Après, le regard qu'il porte à 85-90 ans, rétrospectivement, est un regard ambivalent. Ça a été extrêmement dur. Ça a été une pression familiale, ça a été une pression sociale terrible. Et il faut tirer son épingle du jeu, c'est pas simple. Et il estime maintenant qu'il n'y a pas que ça, voilà, qu'il y a eu peut-être une survalorisation de cette réussite. Et moi je pense qu'il se passe des choses en ce moment avec les nouvelles générations, et que peut-être on est en train de rééquilibrer ça, ce genre de choses, d'essayer de trouver comment faire émerger des talents autrement que par cette simple voie-là qui est hyper sélective, mais qui a pu faire rêver moi-même dans mon enfance, et puis les adultes qui m'entouraient. C'était la voie royale. Voilà. Donc, et c'est ça qui est intéressant avec quelqu'un qui est né en 1931, c'est que finalement on voit aussi un monde qui peut changer, voilà, et un regard rétrospectif. Donc on apprend des choses sur lui, sur ce parcours incroyable qui va l'amener à rencontrer, parce que du fait de ses relations diplomatiques et pédagogiques à l'international, lui fait rencontrer Fidel Castro, Yasser Arafat, et puis après un certain nombre d'autres personnalités. Alors souvent c'est assez rapide, mais toujours et ça c'est très fort, toujours avec l'idée que l'école de la République l'a formé intellectuellement, l'a armé intellectuellement, et qu'en même temps, il n'est pas enfermé dans cette formation, il est tout le temps dans un dialogue des cultures. J'arrive quelque part, je veux savoir qui vit ici, quelle est la culture, comment on peut dialoguer, et non pas arriver avec imposer un modèle XY. Voilà. Donc, et c'est ça qui m'intéresse. Il trouve une force dans cette formation intellectuelle qui ne l'enferme pas dans un modèle. Voilà. C'est une liberté, oui, effectivement, à chaque fois, il faut remettre en question. Est-ce que je suis sûr de porter la bonne parole? Est-ce que c'est ça vraiment la bonne parole? Est-ce qu'elle est audible? Et si je commençais par écouter la personne qui est en face de moi, d'où elle vient, qu'est-ce qu'elle fait, qui elle est,
avant de penser que ma parole serait la parole d'évangile. Et donc il y a effectivement toujours cette liberté de l'individu à un moment donné, qui n'est pas complètement, totalement affilié à un modèle, qu'il soit corse ou français ou autre, quoi. À un moment donné, il faut pouvoir se mettre en retrait et écouter. Lorsque Marie-Jean est nommé donc, à l'ambassade à Bangkok, il va rencontrer effectivement Achille Clarac, il va rencontrer des personnalités très souvent singulières, voilà, avec des parcours comme celui donc, de Clarac très très singulier, d'aventuriers, voilà, hein, d'aventuriers, de l'esprit, du corps, de géographique, culturel, donc des gens qui ont un grand appétit de vie et qui aiment comme ça se déployer dans l'ensemble du monde. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, Marie-Jean, à un moment donné, fait l'apprentissage aussi du jugement, à sentir les différentes personnes, si elles sont honnêtes ou pas, si elles sont fausses ou pas, et s'il y a quelque chose d'intéressant aussi dans ce qu'elles montrent, dans ce qu'elles disent. Et les grandes leçons de Clarac, ça va être effectivement l'apprentissage du langage diplomatique, dans les écritures des rapports, des analyses. Quand on regarde le travail de Marie-Jean, c'est pas simplement des rapports administratifs. Il y a toute une vraie réflexion culturelle, spirituelle, pour comprendre tel monde, avec telle croyance, telle religion, telle façon d'être, qui nourrit à la fois l'appétit de connaissance et en même temps l'appétit du mot juste, voilà, du langage le plus juste possible. La postface qu'il écrit pour son poème de Asiam, hein, les poèmes publiés à Bangkok, a été lu par les Thaïlandais comme un miroir juste de leur culture. Quelqu'un a dit quelque chose qui peut vraiment rentrer en écho, en dialogue, même si Marie-Jean n'est pas devenu thaïlandais, bouddhiste, etc. Donc, mais il a senti, il y a eu quelque chose, une rencontre a été possible. Et ça, c'est une des leçons effectivement apprises auprès d'Achille Clarac.